ne faut pas aller trop vite, parce que vous le dites aussi, on est dans une phase actuellement, que ça soit parce qu'avec les questions peut-être d'immigration, d'insécurité culturelle, qu'il faut traiter, mais qu'il faut prendre en compte. Vous dites que les peuples ont besoin d'État. On est dans une phase où donc il ne faut pas certainement les brusquer, et donc d'où votre idée d'avancer avec des projets. Mais est-ce que vous prenez notamment l'idée d'une Europe, parce que, pardon, excusez-moi, il y a ça, mais il y a aussi cette notion d'élargissement de l'Europe, puisque nous avons donc tendu la main à l'Ukraine, de manière évidemment dictée par les circonstances, mais aussi à la Géorgie, à la Moldavie, je crois, mais il y a aussi les pays des Balkans qui sont là derrière. Qui attendent depuis 20 ans. Qui attendent depuis longtemps, donc il faut à la fois... c'est compliqué de dire oui à certains et puis de laisser les autres à la porte, donc voilà. Comment est-ce que vous voyez cette Europe qui, encore une fois, vous l'avez dit, c'est pas sûr de réussir. Vous le dites, je crois, dans le livre, vous dites, soit en fait on revient à un simple marché commun, bon, soit on va vers vraiment une union politique. Vous donnez un peu, vous reprenez cette idée en la développant d'une Europe à plusieurs vitesses ou à plusieurs étages, enfin une fusée à plusieurs étages. Vous pouvez nous expliquer un peu quelle serait pour vous donc cette séquence et comment vous verriez l'Europe de demain? Écoutez, d'abord, nous faisons attendre dans l'antichambre les pays dits des Balkans occidentaux, c'est-à-dire les pays sortis de l'ex-Yougoslavie. Nous les faisons attendre depuis quasiment 20 ans dans l'antichambre. Le résultat, c'est que ces pays qui étaient tous pro-européens à 80%, comme la Turquie l'était à la fin du XXe siècle et au tout début du XXIe, sont de plus en plus sceptiques sur l'Union européenne. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, cette union qui nous fait attendre comme si nous étions des malpropres, quoi. Enfin, deuxièmement, comme il y a un vide, eh bien, les Chinois, les Russes, la Turquie de M. Erdogan se précipitent dans ces pays. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. D'un autre côté, les faire entrer alors qu'ils n'y sont pas prêts, économiquement, politiquement, institutionnellement, etc., ce serait tuer, ou en tout cas très sérieusement compromettre l'Union européenne, son fonctionnement, ses règles démocratiques, etc. Donc, problème. Là-dessus, M. Poutine entre en Ukraine. Et l'Ukraine tape à la porte de l'Union européenne, comme elle le fait depuis longtemps déjà. Et elle nous dit, mais maintenant, reconnaissez au moins, donnez-nous ce statut de pays candidat. Si nous l'avions refusé, ça aurait été dire à M. Poutine, eh bien oui, nous reconnaissons que l'Ukraine ne peut pas appartenir à l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à la zone d'influence russe. C'eût été, mais un crime historique innommable, formidablement dangereux et moralement inacceptable. Donc nous avons donné le statut de pays candidat à l'Ukraine, à ce moment-là, les pays des Balkans et à la Moldavie. Et à ce moment-là, les pays des Balkans occidentaux nous ont dit, mais quoi? Il faut qu'on soit envahi par M. Poutine pour que vous nous acceptiez? Conclusion. Il faut inventer deux choses. Premièrement, un processus d'adhésion qui soit nouveau et qui soit beaucoup plus rapide, sans compromettre nos principes. Et deuxièmement, puisque nous marchons aujourd'hui vers une union à 35, 36, ce serait 10 pays de plus, 37 en vérité 37. Il faut inventer, ou plutôt mettre en pratique, une très vieille idée, c'est-à-dire l'union à plusieurs vitesses. Ne prononçons pas cette expression. Parce que union à plusieurs vitesses, les pays candidats entendent, il y aura la table des grands et la table des enfants. Ça, ils n'aiment pas du tout, et on le comprend. C'est pas ça qu'il faut inventer ou réinventer. Il faut inventer une
une période d'abord d'adhésion dans laquelle on associe les pays candidats à des entreprises communes sans qu'ils deviennent pour autant membres à part entière de l'Union européenne. On peut parfaitement imaginer qu'après la défaite de M. Poutine, nous exploitions, nous l'Union européenne, les capacités militaires acquises par l'Ukraine pour bâtir, consolider notre politique de défense commune. On peut parfaitement imaginer que, avec la richesse agricole de l'Ukraine, nous réinventions la politique agricole. Très très difficile, très explosif, mais peut-être très très intéressant. On peut parfaitement imaginer, etc., etc. Mais surtout, on peut parfaitement imaginer que le jour où véritablement ces pays sortiraient du statut de candidat pour devenir membres de l'Union européenne, il y ait différents stades d'entrée dans l'Union européenne. Et pourquoi? Parce que plusieurs de ces pays, comme la Grande-Bretagne hier, ne souhaitent pas entrer dans une union politique, souhaitent entrer uniquement dans un marché commun. D'autres souhaitent entrer dans un marché commun et l'eurozone, mais pas dans l'union politique. Pourquoi leur dire non? Pourquoi les forcer? Pourquoi vouloir les forcer? Il n'y a aucune raison. Et aujourd'hui, nous avons flottant dans l'air plusieurs idées d'une Europe à plusieurs vitesses. Et non pas d'une Union européenne dans laquelle il y aurait ad vitam aeternam les mêmes pays dans le marché commun uniquement, dans l'eurozone uniquement, ou bien dans l'union politique. Non, on doit pouvoir passer, quand on le peut et quand on le veut, d'un étage à l'autre. Mais pourquoi, encore une fois, vouloir précipiter les choses alors que tout le monde ne le souhaite pas et que ce ne serait certainement pas une bonne chose pour le fonctionnement de l'Union européenne? D'où l'idée du président Macron de la communauté politique européenne, qui va se réunir pour la deuxième fois très prochainement en Moldavie, à Chisinau, la capitale de la Moldavie. Il y aura de grands problèmes d'hôtels, parce que c'est un tout petit pays qui a très peu d'hôtels, et que même Airbnb, ça va coincer. Enfin, on va y arriver. D'où l'idée avancée par Enrico Letta, qui est une résurrection de l'idée qu'avait lancée François Mitterrand d'une confédération européenne dans laquelle il y avait plusieurs strates d'adhésion à l'Union, et d'où l'idée que je reformule dans mon bouquin, parce que je l'avais exposé dans un long papier du Monde il y a déjà 2 ans, d'une fusée à 3 étages. Mais c'est toujours la même idée. C'est toujours la même idée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'Union européenne soit un bloc uniforme. Il y aura évidemment plusieurs formes d'adhésion à l'Union européenne. Mais il faut que ce soit l'Union européenne, parce qu'ils y tiennent. Une dernière petite question, et après on passe aux questions de l'ASSA, si vous voulez, puis on dira... Après, il faudra... je ne sais pas quel est l'horaire, mais enfin, je sais que Bernard, au moment dans le livre, dit qu'il aime bien, à partir de 18h, il aime bien, il y a l'appel du whisky. Non, c'est une image. Vous dites à un moment, vous dites quand vous écrivez votre livre, vous dites que tout à coup, vous avez l'impression de partir comme on peut avoir envie d'un bon whisky à 18h. Non, c'est une petite... Non, mais c'est la vérité. Bon, bah, très bien. Voilà. Mais je vous accompagnerai volontiers. Voilà. Non, une dernière petite question, mais qui est plus générale, qui c'est pas le contenu dans votre livre. Quand on est en Angleterre ici, enfin sur cette rive, on regarde ce qui se passe en France. Alors la vie politique anglaise est aussi pleine de ressources et émaillée de putsch et autres joyeusetés. Ça se fait sur un autre mode qu'en France, mais on s'ennuie pas. Mais on a l'impression là depuis quelques mois, évidemment depuis ce qui s'est passé avec la réforme des retraites, d'une hystérisation de la vie politique en France.
Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me frappe, j'ai l'impression parfois, mais même, et tout devient matière à polémique. Ça m'a frappé la semaine dernière, par exemple, il y avait un article dans le Télégraphe, le Daily Télégraphe, qui n'est pas réputé pour être spécialement tendre avec les Français, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout pas avec le président Macron. Et quand Macron a reçu Elon Musk, je ne sais pas si c'est bien ou pas de le faire, moi, j'ai aucun... Mais dans le cadre de comment ça s'appelle, ce projet Choose Fund, et fait venir 200 investisseurs... Enfin, il y avait 200, de toute la planète, des Américains, etc. et tout. Il y avait un article dans le Télégraphe qui un coup de chapeau qui disait, et qui disait, mais nous, Musk, il devrait être à Londres, et c'est à Paris qu'il est. Donc il y avait plutôt un coup de chapeau aux Français, qui encore une fois, le Télégraphe nous tape dessus. Et alors qu'en France, il y avait tout de suite, c'était un coup de com', c'était aussi certainement un coup de communication, c'est pas le problème. Mais, bref, on a l'impression parfois, et je lisais aussi des articles de The Economist, alors qu'il y a un journal évidemment qui est un hebdomadaire qui a son tropisme, mais de Sophie Péder, je ne sais pas si c'est journaliste, et qui disait, mais les Français ont l'impression de se décrire dans une espèce d'enfer ultra-libéral, d'inégalité, etc. et tout, alors qu'il n'y a pas... il y a une vision un peu décalée, en fait, je trouve... voilà, donc c'est d'une part cette espèce de décalage, et puis cette espèce d'hystérisation et de violence verbale, voire physique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que, puisque vous êtes parlementaire européen, est-ce que vous avez l'impression, pour le coup, ça se passe aussi dans d'autres pays d'Europe, ou il y a vraiment un problème français actuellement? Actuellement était un mot de trop. Il y a un problème français. Non, il y a un problème français, évidemment. Il y a un problème français qui devient sérieux en ce moment. Parce que, comme vous le disiez, tout est prétexte à scandale. On se demande, enfin, je ne sais pas, si le président de la République a une cravate, c'est abominable. S'il n'a pas de cravate, c'est abominable. Moi, ça me fait tout le temps penser, la situation en France, à cette merveilleuse fable de La Fontaine, le meunier, son fils et l'âne. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Non, vous ne l'avez pas en tête. C'est dommage. Il faudrait tout le temps avoir La Fontaine en tête. Alors, le meunier et son fils partent au marché pour vendre leur âne. Et ils sont tous les deux sur l'âne. Et les passants disent, mais vous avez vu ces monstres, le pauvre âne avec ses deux gros lards dessus, etc. Alors, bon, ils sont gênés, ils descendent, les deux. Et les passants les regardent et disent, vraiment, alors ces deux-là, c'est pas possible. Ils ont un âne et ils marchent à pied. Quelle bande de... Alors le père monte sur l'âne et les gens disent, quelle honte, ce vieillard égoïste qui laisse son malheureux fils marcher à pied. Alors le père descend et le fils monte sur l'âne. Et il dit, qu'est-ce qu'on dit? Quelle honte! Ce fils est sur le dos de l'âne pendant que son vieux papa marche à pied. Écoutez, la France, en ce moment, c'est le meunier, son fils et l'âne. Quoi qu'on fasse, de toute manière, c'est mal. De toute manière, c'est mal. Alors, ça va passer. Je pense que ça va passer pour deux raisons. D'une part, parce que vraiment, le président de la République, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette politique, a des nerfs. Mais vraiment, écoutez, je l'ai encore vu vendredi matin avec tous les autres députés, eurodéputés de la majorité présidentielle. Il est d'un calme, mais absolument stupéfiant. Et il avance. Il avance, et au bout d'un moment, le pays va forcément se rendre compte qu'il n'y a personne d'autre pour l'instant. Alors, le jour où il y aura une véritable force d'opposition incarnée par un homme ou une femme, ben oui, à ce moment-là, peut-être qu'il sera véritablement fragilisé, mais pour l'instant, moi je le vois plutôt, peut-être que je me trompe, hein, je n'en jurerai pas, mais je le vois plutôt commencer à remonter la pente. Mais d'ailleurs, là, on passe aux questions, mais dans le livre, pour ceux qui le liront, j'espère qu'ils seront nombreux, vous évoquez d'ailleurs l'usure des grands partis politiques européens, que ça soit d'ailleurs côté démocratie chrétienne ou social-démocratie,
qui sont issus plutôt de la révolution industrielle du 19e et qui aujourd'hui répondent plus forcément aux besoins du jour. Aux besoins du jour. Et ça pose aussi un problème au Parlement européen, parce qu'il est toujours un peu organisé en fonction de ces deux grandes familles, et il y a donc un décalage, et peut-être que c'est aussi une des sources du problème. Si vous avez des questions, je ne sais pas, je passe...